audio. 3 personnes sont entrées dans la salle d'attente pour cette réunion. Oui, c'est comme là. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Non, ça répond. Un jour participant, oui, j'ai la réponse. Ah, les messages de admettre, voilà, c'est bon, il faut admettre. Donc, ça, ça s'arrête là. Origine, un message de photo. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va faire le cours sur la famille des Picornaviridae. On va dire ma habitation. Je ne vois pas. Les étudiants, oui. Donc, à la question sur les messages, éventuellement. ما باليش اسمه ولا لا؟ Donc aujourd'hui, on va faire le cours sur la famille des Picornaviridae. C'est Dr Boiricha. Donc la famille des Picornaviridae ou Picornavirus regroupe de nombreux virus à ARN. Regroupe de nombreux virus à ARN. Ce sont parmi les plus petits virus animaux décrits. Je ne sais pas, ils m'ont fait, oh là là. Je vais rétablir le micro. C'est bon? Très bien. Hein? C'est bon. Donc voilà, c'est la famille des Picornaviridae qui regroupe donc de nombreux virus. Ce sont des virus à ARN et ce sont des virus donc les plus petits connus, les plus petits virus animaux décrits. Leur capside a un diamètre d'environ 30 nanomètres et elle n'est pas entourée d'une enveloppe. Donc si vous retenez bien, ce ne sont pas des virus enveloppés. Le picornavirus le plus connu
et le virus de la poliomyélite ou virus polio. Il en existe 3 sérotypes. Il en existe 3 sérotypes, donc 1, 2 et 3. La classification. Les picoronavirus sont la cause de nombreuses pathologies humaines et vétérinaires. Je ne sais pas laquelle ils sont là. Je n'ai aucun message. Madame, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, mais on n'entend pas très bien. Je vous ai envoyé le message, mais vous ne m'avez pas répondu. Là, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas parce que j'ai activé mon microphone. La classification. Les picornavirus sont la cause de nombreuses pathologies humaines et vétérinaires. Ils sont classés en 12 genres, mais leur classification évolue rapidement, notamment suite à la découverte de nombreux génomes grâce à la métagénomique. Donc, grâce au développement des nouvelles techniques génétiques, on a découvert de nombreux genres, dont 12 pour la famille des Picornaviridae. Parmi les picornavirus les mieux connus, on peut citer les 3 poliovirus, agents de la poliomyélite, le virus de l'hépatite A, les rhinovirus, responsables d'affections respiratoires communes, ou encore le virus de la fièvre afteuse. Donc, ce sont des virus humains et vétérinaires. Parmi ces virus les plus connus, on a le virus de la poliomyélite avec ses 3 sérotypes, le virus de l'hépatite A et les rhinovirus. On a également le virus de la fièvre afteuse, ce sont les plus connus. Donc là, vous retenez que vous avez des virus qui sont responsables de pathologies très diverses. Alors, des virus de la poliomyélite, qui sont responsables d'une infection au niveau du système nerveux central, des virus de l'hépatite A, qui sont responsables d'une infection à tropisme hépatique, et des rhinovirus, qui sont responsables d'infections respiratoires. La structure de ces virus. Donc, ils sont considérés comme les plus petits virus pathogènes pour l'homme. Leur taille est de 28 à 30 nanomètres de diamètre. Le génome est un ARN linéaire monocaténaire d'environ 7,5 kilobases. La capside, donc comme vous savez, la structure d'un virus, donc c'est toujours un génome, une capside et parfois une enveloppe ou non. Donc pour les coronavirus, les coronavirus. Pour les picornaviridae, ce sont des virus non enveloppés. Donc, la structure du génome. Le génome viral, c'est soit un ADN, soit un ARN. Donc, pour aujourd'hui, la famille qu'on étudie, ce sont des virus à ARN de polarité positive. Donc, comme vous savez, les génomes viraux, pour les génomes viraux ARN, ils ont une orientation. Ce sont soit des virus à ARN de polarité positive ou des virus à ARN de polarité négative. Pour aujourd'hui, donc la famille qu'on étudie aujourd'hui, la famille des picornaviridae, ce sont des virus à ARN de polarité positive. La capside, donc ils ont une capside, les virus, la capside, elle fait partie donc de sa structure, d'une structure obligatoire, des éléments obligatoires pour la structure d'un virus. Leur capside, elle est icosaédrique, formée de 60 protomères. Chaque protomère comprend 4 protéines, la protéine VP1, VP2, VP3 et VP4, constituant différents sites antigéniques et reflétant la grande variabilité de ces virus. Donc, pour la capside, c'est une capside qui est à symétrie icosaédrique. Elle est formée de 60 protomères. Chaque protomère est constitué de 4 protéines. Donc, un protomère, c'est l'assemblage de 4 protéines. Et l'assemblage de ces 60 protomères va constituer notre capside qui est de symétrie icosaédrique. Donc, versus, on peut avoir des capsides à symétrie hélicoïdale. Donc, notre capside, elle est icosaédrique pour les picornaviridae. Donc, ces différents constituants reflètent la grande variabilité génétique de ces virus. Vous savez bien que, donc, comme c'est un virus non enveloppé, donc la structure antigénique
elle est déterminée par la structure de la capside. Donc, vous avez la classification sur ce tableau, la classification de la famille des Picornaviridae. Donc, on a les genres les plus importants. On a dit au départ qu'il y avait une douzaine de genres, mais on va citer bien sûr les plus importants ou les plus connus en pathologie médicale. Vous avez le genre Rhinovirus avec ces espèces Rhinovirus humain A, Rhinovirus humain B, Rhinovirus humain non classé. Donc, et ces différentes espèces comportent des sérotypes. Donc, la présence de sérotypes est due à la variabilité antigénique. Vous avez le genre hépatovirus avec l'espèce, la seule espèce, c'est le virus de l'hépatite A qui comprend un seul sérotype. Et vous avez les entérovirus qui sont classés. C'est ça. Admettons tout, admettre tout. Mais همش admis. À chaque fois, 72, 71, 73. À chaque fois, donc, très... D'accord. Désolée, donc je reviens vers vous. Voilà. Pour la classification du troisième genre, qui est en fait le genre le plus important qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le genre entérovirus. Entérovirus, on a les human enterovirus A, les espèces, les human enterovirus B, human enterovirus C et human enterovirus D. Les human enterovirus A comprend 12 sérotypes, dont les Coxsackie les Coxsackie A de 2 à 8, 10, 12, 14 et 16, et les entérovirus 71. Le human enterovirus B, il comprend 36 sérotypes. L'entérovirus C, il comprend donc 69, 14 sérotypes dans le polio 1, 2 et 3. Donc, les virus qui nous intéressent et qu'on va beaucoup étudier aujourd'hui, c'est les poliovirus 1, 2 et 3 qui appartiennent à l'espèce entérovirus humain C. Les paraécovirus comprennent donc deux sérotypes, le paraéco 1 et le paraécovirus 2. Le genre entérovirus, donc on a dit que ça allait être le plus important, qu'on allait étudier le plus, parce qu'il comprend, ce genre comprend le virus de la poliomyélite. Donc vous avez ici une classification, je refais une classification du genre entérovirus, des virus appartenant à ce genre. Donc elle repose sur les critères antigéniques et le pouvoir pathogène sur certains animaux des entérovirus, donc le pouvoir pathogène expérimental. Vous avez les entérovirus sont classés en poliovirus 1, 2 et 3. Les trois sérotypes sont communautés antigéniques. Ce sont là trois sérotypes du genre entérovirus qui sont communautés antigéniques. Et ils ont, par contre, ils sont responsables de pathologies communes. Vous avez les entérovirus non poliomyélétiques, donc ils comprennent 61 sérotypes. Parmi eux, on a les écovirus, les Coxsackie virus et les entérovirus. Donc c'est une classification. On a plusieurs classifications pour les entérovirus. Cette première classification, elle repose sur les critères antigéniques et le pouvoir pathogène sur certains animaux. Où on a une autre classification, celle que j'ai présentée auparavant, qui repose sur des critères purement génétiques, donc qui classent en human enterovirus A, B, C et D. Vu la grande variabilité antigénique des entérovirus, ils ont été reclassés selon des critères génétiques en 4 groupes phylogénétiquement apparentés, les human enterovirus A, B, C et D. Donc c'est une petite répétition. La morphologie des variants. La capside est non enveloppée, comme j'ai déjà dit, pour tous les virus de la famille des Picornaviridae. Ce sont des virus non enveloppés, donc ce sont des virus à ARN. L'ARN, notre génome, est entouré d'une capside protéique à symétrie écosaédrique d'un diamètre de 27 à 30 nanomètres, formée de 60 protomères
Ces protomères sont tétramériques, c'est-à-dire qu'il y a 4 protéines qui constituent chaque protomère, impliquant chacun un exemplaire de protéines structurales du virus VP1, VP2, VP3 et VP4. La protéine VP4 n'étant pas exposée à la surface de la particule virale, donc elle tapisse l'intérieur de la capside. La capside virale comporte des dépressions appelées canyons qui constituent le site d'attachement au récepteur cellulaire. Vous avez sur cette diapo un exemple. Donc, vous avez notre capside qui est constituée, qui est de symétrie icosaédrique. Vous avez des protomères, donc comme vous voyez, VP1, VP2, VP3, VP3, elle est là, et VP4 qui tapissent l'intérieur de la capside. Il faut noter que tous les picornavirus ne possèdent pas de canyon. La capside des cardiovirus ne possède qu'une faible dépression. Il semble dans ce cas que l'interaction avec le récepteur s'opère par des boucles protéiques exposant à la surface de la capside. Ça, c'est ce qu'on appelle un canyon. La disposition des protéines entre elles va définir un canyon. Ce canyon sera donc le site de jonction entre la capside et les récepteurs cellulaires. Donc l'assemblage, ça c'est ce qu'on appelle un protomère, hein, comme vous voyez. VP1, VP2, VP3 et la VP4, elle tapisse l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne la voit pas à la surface. Elle tapisse l'intérieur de la capside. Donc, c'est ce qu'on appelle un protomère. Donc, nos picornavirus, nos entérovirus, sont constitués de 60 protomères qui sont disposés pour former notre capside à symétrie icosaédrique. Le génome est constitué d'une molécule unique d'environ 7500 nucléotides contenant un seul cadre de lecture fonctionnel flanqué de 2 régions non codantes impliquées dans la régulation et la traduction et la réplication du génome. Le génome viral est polyadénylé à son extrémité 3' et son extrémité 5' est liée de façon covalente à une petite protéine virale appelée VPG. Donc, pour retenir, le génome viral, c'est un ARN de polarité positive. Il est donc polyadénylé à son extrémité 3'. Ça veut dire qu'il y a une chaîne de polynucléotidiques constituée par la nucléotidique adénosine A. Non, je l'ai dit, je vous fais diapo. Allô? Madame? Allô, madame? C'est bon. Ça, je ne vois pas le message. Non. Est-ce qu'on oui sur son date? D'accord. Est-ce que j'entends bien? C'est une bouton, ça chauffe. Non, je sais pas, je parlais juste sur le micro.
La vidéo. Je reprendrai, mais avec quelques trucs. C'est plus important. لا خلاص يمكن يجوز. Non, non, c'est pas tout. allez شوف les messages. أو كاين واحد ما يسمعوش mais la majorité يسمعوا apparemment. أو قالت الميكروفون en bas. كمل je reprends oui كنت. لا كمل. ما بقاش. Donc, je reprends. Voilà, le génome viral. Le génome donc constitué d'une molécule unique d'environ 7,5 kilobases contenant un seul cadre de lecture fonctionnel. Donc, les cadres de lecture. Souvenez-vous du cours sur la multiplication. Il existe des cadres de lecture, c'est-à-dire lorsqu'on va faire lorsque notre ARN va être transcrit, on va avoir, quand on a un seul cadre de lecture ouvert, on va avoir une polyprotéine. Une seule polyprotéine. Il va être transcrit en ARN. Donc déjà, c'est un ARN de polarité positive. Il va être directement lu par les ribosomes et on va avoir une seule polyprotéine. Le génome viral, donc, il est adénisé à son extrémité 3' et son extrémité 5' est lié d'une façon covalente à une petite protéine virale appelée la protéine VPG. Après la décapsulation qui suit l'infection d'une cellule, la molécule d'ARN est directement prise en charge par la machinerie de traduction cellulaire qui va synthétiser l'ensemble des protéines virales. Donc, pourquoi notre molécule d'ARN virale va être directement prise en charge par la machinerie de traduction cellulaire, c'est-à-dire les ribosomes. On sait que les ribosomes ne peuvent pas, les ribosomes cellulaires, comme vous savez, les virus, ce sont des micro-organismes à multiplication intracellulaire obligatoire. Ils n'ont pas la capacité de synthétiser leurs propres protéines. Donc, c'est les ribosomes de la cellule infectée qui vont se charger de fabriquer les protéines nécessaires à la multiplication de ce virus. Ces protéines qui lui sont structurales, fonctionnelles, etc. Donc, notre machinerie cellulaire, qui sont les ribosomes, ne peuvent lire que les ARN messagers qui sont orientés dans le sens 5', 3'. Et vu que notre génome des picornaviridae est un génome viral orienté 5', 3', donc il pourra être directement pris en charge par la machinerie cellulaire. Vous verrez, pour les autres virus que vous allez étudier, vous allez voir certains virus qui sont orientés dans le sens contraire, 3', 5'. Et pour ces virus-là, une prise en charge directe par la machinerie cellulaire ne sera pas possible. Pour ces virus-là, il faudra avoir un transcrit qui sera ensuite lu par les ribosomes cellulaires. Donc, la lecture des ribosomes se fait dans le sens 5', 3'. Sur la partie 5' du cadre de lecture se trouvent des séquences codant les 4 protéines structurales du virus.
Donc, on va avoir donc, sur ce génome-là le message génétique correspondant à la synthèse des protéines VP1, VP2, VP3 et VP4 qui forment la capside. Ensuite, on aura des domaines génétiques qui vont coder pour les enzymes virales. Les enzymes virales qui sont la protéase, l'hélicase, l'ARN virale RNA dépendante. Protéase, c'est une enzyme strictement virale. Donc, il y a des protéases au niveau cellulaire. La protéase du virus qui est nécessaire pour cliver cette polyprotéine qui va être synthétisée, c'est une protéase virale. L'hélicase, donc c'est une enzyme qui va permettre donc de mettre le nouveau transcrit, le génome transcrit, elle va lui permettre de prendre sa forme d'être entourée autour des protéines de la capside. Et l'ARN polymérase RNA dépendante, qui est une enzyme strictement virale qui ne peut pas exister dans la cellule. Donc, cette enzyme virale va permettre la réplication du génome viral. Notre génome viral est un ARN, il va être répliqué en un autre ARN. Ce sont donc des protéines strictement virales. L'information génétique qui est apportée pour la synthèse de ces protéines, elle est apportée par le virus. La cellule va juste se contenter de synthétiser le message génétique codé par le virus. Donc, vous voyez sur cette image une représentation schématique du virus. Vous avez donc la protéine VPG, c'est l'extrémité 5'. Vous avez d'abord les gènes codant pour les protéines structurales. Madame, s'il vous plaît, on ne voit rien. Voilà. Et Madame. ensuite, on a les gènes codant pour les protéines non structurales, qui sont en fait les protéines enzymatiques. Madame, s'il vous plaît, on ne voit rien. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on ne voit rien. L'écran est noir. Le cycle de réplication. Donc, toute réplication virale, le virus doit d'abord être absorbé sur un récepteur cellulaire. Et ensuite, il va y avoir internalisation de ce virus. Voilà, donc on va avoir l'entrée, c'est la reconnaissance du récepteur qui est assurée par la capside du virus. Pour certains picornavirus, on pense que l'interaction avec le récepteur enclenche un processus d'endocytose et que l'injonction du génome à travers la membrane cellulaire se produit très précocement lors de la formation de l'endosome, pour d'autres comme les rhinovirus. Ensuite, donc, on va avoir interaction entre récepteurs cellulaires et on va avoir donc interaction entre récepteurs cellulaires et virus. On va avoir une interaction cellulaire entre le récepteur et les protéines virales. Ensuite, on va avoir l'injection du génome à travers la membrane cellulaire. Ensuite, on va avoir une décapsidation. La décapsidation, elle survient nettement plus tard. Elle est induite par la baisse du pH de l'endosome. La décapsidation, elle va entraîner la libération du génome viral des protéines de la capside, comme son nom l'indique. La décapsidation se produit par une série de changements de conformation de la capside. Dans tous les cas, l'ARN viral est libéré dans le cytoplasme de la cellule. Donc, vous avez une image, interaction entre le virus et la membrane cellulaire de la cellule qui va être infectée. Vous avez décapsidation et libération du génome cellulaire. L'expression des protéines. La région 5' non codante du génome des picornavirus comporte une région d'environ 500 nucléotides permettant le recrutement des ribosomes et l'initiation de la traduction au niveau d'un codon interne à la molécule d'ARN. Il n'est pas le premier codon. Cette région appelée internal ribosome entericite
formerait une structure secondaire qui, en association avec des facteurs cellulaires fixés sur cette structure, assurerait une entrée interne du ribosome au niveau du codon et l'initiation de la traduction. Nous avons supprimé la durée limite de 40 minutes sur votre réunion. Donc, c'est l'assemblage. Ensuite, donc, on va avoir notre génome viral qui va être traduit en protéines virales et la réplication. Ensuite, il y aura la réplication virale. Comme vous voyez sur cette représentation schématique, à l'extrémité 5', on a la protéine VPG. À l'extrémité 3', on a la chaîne polyadénylée, poly A. Là, on a la synthèse de nombreux brins en recopiant les brins négatifs. Là, on va avoir un brin négatif. Donc là, vous avez le brin positif. Là, c'est son brin complémentaire, le brin négatif qui servira de matrice pour la synthèse des nouveaux variants. Donc, je reprends. On va avoir d'abord synthèse des protéines directement, lecture du génome viral par les ribosomes, 5', donc orienté 5', 3'. On va avoir donc par les ribosomes cellulaires. On aura les différentes protéines structurales et non structurales. Les protéines non structurales, qui sont les protéines enzymatiques, vont faire en sorte qu'il va y avoir la synthèse du brin complémentaire de notre génome, qui est un génome orienté 5', 3'. On va voir le brin complémentaire qui est de polarité négative. Ce brin complémentaire de polarité négative servira de matrice pour la synthèse des nouveaux brins d'ARN messagers, d'ARN que j'avais appelé messagers parce qu'ils sont orientés 5', 3'. Et ces nouveaux brins d'ARN vont représenter le génome viral. Attention, de nouveaux brins positifs. C'est pour ça que j'ai dit messager. En fait, c'est le génome viral. Je reprends sur cette diapo qui est très importante. La réplication virale. D'abord, donc, quand le virus, une fois qu'il va pénétrer au niveau de la cellule, le virus, une fois pénétré au niveau de la cellule, suite à l'interaction entre le récepteur et la surface du virus, la capside, donc les canyones, on va avoir décapsidation, libération du génome viral, lecture du génome viral directement par les ribosomes cellulaires, synthèse des protéines structurales et non structurales, synthèse du brin de polarité négative qui est complémentaire de notre génome viral. Ce brin donc d'ARN de polarité négative complémentaire du génome viral servira de matrice pour la synthèse de nouveaux variants de polarité positive, de nouveaux génomes viraux de polarité positive. Donc, c'est ce qu'on voit en dernier, au niveau de l'étape numéro 4, obtention de nombreux brins positifs. Donc, ces nouveaux brins de génome viral de polarité positive vont s'associer aux protéines structurales pour constituer les nouvelles capsides. Les molécules d'ARN synthétisées sont alors encapsidées et le virus est libéré par l'ise de la cellule infectée. Donc, vous avez sur cette diapo illustre les différentes étapes du cycle de réplication virale. Donc, sur cette diapo, j'ai dit... Madame, s'il vous plaît, on ne voit aucune diapo. Le réservoir des entérovirus, il est humain. Le virus est exécrété à haut titre dans les cells persistant dans l'environnement. Pourquoi ce virus persiste dans l'environnement? Parce que c'est un virus nu, donc c'est un virus fragile. Donc je dois accepter de nouveaux étudiants, excusez-moi. Donc, pour les gens qui ne voient pas le cours, il existe sur la plateforme. Épidémiologie du virus, des entérovirus. Donc, l'épidémiologie, on parle généralement du réservoir, du mode de transmission.
Donc, c'est un virus dont le réservoir est humain pour les entérovirus. Le réservoir est strictement humain. Les virus excrétés à haut titre dans les selles persistent dans l'environnement. Donc, c'est un virus qui est éliminé dans les matières fécales et en plus, il persiste dans l'environnement. Il persiste dans l'environnement parce que c'est un virus nu. D'accord? Donc, ce n'est pas un virus fragile. Les virus enveloppés ne persistent pas longtemps dans l'environnement. Ce sont des virus connus fragiles par définition. La transmission de ce virus est aérienne. Donc, la transmission féco-orale directe ou indirecte par l'alimentation. Il existe également une transmission aérienne. Le non-respect des règles d'hygiène universelles est responsable de la diffusion du virus. Donc, le mode de transmission de ce virus est transmis par voie aérienne entre patients et il est transmis surtout par voie fécalo-orale, donc soit par ingestion d'eau, d'aliments contaminés. Le non-respect des règles d'hygiène universelles est responsable de la diffusion du virus, bien sûr, puisque c'est un virus qui est éliminé au niveau fécal. Donc, s'il y avait un bon péril fécal, s'il y avait une bonne hygiène, on pourrait éradiquer ce genre d'infection. Voilà, vous avez sur cette diapo différents modes de contamination par le virus, soit direct, soit indirect. Épidémiologie des entérovirus non poliomyélétiques. Donc, pour les entérovirus, comme on a vu, il y a deux entités, les entérovirus poliomyélétiques et les entérovirus non poliomyélétiques. Pour les entérovirus non poliomyélétiques, ils sévissent ils vont donner des épidémies estivo-automnales dans les pays tempérés, donc des épidémies qui vont sévir en été et en automne. Des épidémies de méningite, parfois spectaculaires, où plusieurs sérotypes co-circulent ou se remplacent. Le plus souvent isolés, parmi les entérovirus non poliomyélétiques, les plus souvent isolés, on a les écovirus 10, 11, 30 et 31 et les coxsackie-virus B. Donc, pour les gens qui n'ont pas pu suivre, je suis obligée d'aller un petit peu vite vu qu'on n'a que 45 minutes pour présenter ce cours. Épidémiologie des entérovirus poliomyélétiques, donc 1, 2 et 3. Jusqu'à la fin des années 50, la poliomyélite était considérée comme une maladie contagieuse la plus redoutable. L'homme est l'unique réservoir du virus qui se propage par proche contact interhumain et par voie féco-orale. Donc, je reprends. En fait, pour les gens qui n'ont pas pu suivre, je reprends une petite synthèse de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Donc, on a fait la famille des Picornaviridae. On a parlé un petit peu de la structure de ce virus, qui est un virus nu constitué d'un ARN de polarité positive encapsidé dans une capside asymétrique cosaédrique. Ensuite, on a vu la classification de ces virus. La famille des Picornaviridae comprend plusieurs genres, dont le genre entérovirus, qui est le plus important et qu'on va étudier le plus en détail aujourd'hui. Donc, parmi le genre entérovirus, on a les entérovirus poliomyélétiques et les entérovirus non poliomyélétiques. Pour les entérovirus, donc, en général, ce sont des virus à transmission orofécale, donc ils sont éliminés dans les selles, ils sont transmis soit directement, donc avec de l'eau contaminée, ou indirectement après avoir souillé des aliments ou autres. Ils sont également transmis par contact direct aérien entre personnes. Pour les entérovirus. On a donc deux entités, les entérovirus poliomyélétiques et non poliomyélétiques. Les non poliomyélétiques ils sont responsables d'épidémies qui sévissent en été et en automne. Pour les différentes pathologies peuvent être donc dues aux entérovirus non poliomyélétiques. Parmi ces pathologies, donc, on parle des méningites, de conjonctivites,
Les plus souvent isolés parmi ces entérovirus non poliomyélitiques, on a les écovirus et les coxsackie-virus B. On passe aux entérovirus poliomyélitiques. Donc, on passe aux entérovirus poliomyélitiques. Donc, les entérovirus poliomyélitiques, c'est-à-dire ceux responsables de la poliomyélite. L'homme est le seul réservoir du virus qui se propage de proche en proche contact interhumain et par voie féco-orale. Ce sont des virus qui sont transmis par voie aérienne entre personnes et qui sont éliminés dans les selles. Et ce sont des virus qui sont résistants vu que ce ne sont pas des virus qui sont enveloppés. Ils sont résistants dans le milieu extérieur, donc éliminés dans les selles. Ils vont persister dans l'environnement, peuvent contaminer des aliments, de l'eau. Et donc, on peut avoir une contamination par voie digestive. Donc, en 1988, l'OMS a établi un plan d'action mondial pour l'éradication de la poliomyélite. Il identifie des activités nécessaires dans les domaines suivants. Donc, la poliomyélite, dans les années 50, faisait des ravages. Et donc, l'OMS a adopté une stratégie pour lutter contre cette infection. Cette infection qui est en fait facile à éradiquer vu que le seul réservoir est humain, strictement humain. C'est ce virus qui est éliminé dans les selles, donc avec un bon niveau d'hygiène, on pourrait éradiquer cette infection. L'OMS a donc établi un plan de lutte pour éradiquer cette poliomyélite. Ce plan de lutte comporte différentes activités. Parmi ces activités, donc, on a la couverture vaccinale, la surveillance, les enquêtes sur les flambées, la lutte contre les flambées, contrôle de qualité du vaccin, chaîne de froid, formation, mobilisation sociale, recherche et développement. Donc déjà, vous savez qu'il existe un vaccin contre le virus de la poliomyélite. Donc, vous voyez sur cette image, qui existe d'ailleurs sur le cours, qui est sur la plateforme. Donc, vous avez la situation mondiale de l'infection par le poliovirus dans le monde. Vous avez l'image en 1988 où on avait plus de 125 pays où l'infection était endémique. Depuis 2006, il n'existe plus que 4 pays où l'infection est endémique. Pathogénie de cette infection. Pardon. Donc, pour cette infection, donc le virus va se multiplier au niveau de l'oropharynx avant de passer au niveau de l'intestin. Au niveau de l'oropharynx, il va se multiplier au niveau des tissus lymphoïdes associés à l'oropharynx et au niveau de l'intestin, il se multipliera aux tissus lymphoïdes associés, donc qui sont les plaques de PR. Ensuite, à partir des tissus lymphoïdes, il va avoir une virémie. Il va y avoir une virémie qui va être le point de départ et de dissémination de cette infection vers différents organes selon le virus. À partir de l'intestin aussi, ce virus va être éliminé au niveau des selles. Il va se retrouver au niveau de l'environnement et il va persister pendant longtemps. La virémie dissémine le virus vers différents organes en fonction du virus, donc en fonction du sérotype. On peut avoir une dissémination au niveau de la peau, au niveau des conjonctives, au niveau du cœur, du système nerveux central et au niveau de la corne antérieure de la moelle, le cas des poliovirus 1, 2 et 3. Donc, les entérovirus sont des virus qui ont une pathogénie très diverse en fonction des sérotypes. On va avoir plusieurs organes qui vont être touchés. Donc, on peut avoir des myocardites, des méningites dues aux entérovirus, des infections cutanées, des conjonctivites. Et pour ce qui est du poliovirus, avec ces 3 sérotypes 1, 2 et 3, l'atteinte va être au niveau de la corne antérieure de la moelle, qui vont être responsables d'une paralysie flash aiguë.
Vous avez donc sur cette diapo les différentes infections sites qui peuvent être données par l'infection. On peut avoir des infections symptomatiques, bien sûr, mais il existe également des infections asymptomatiques. Donc, je reprends juste pour la pathogénie. Pour la pathogénie, comme vous voyez, on a un virus qui va se multiplier au niveau de l'oropharynx et plus précisément au niveau des tissus lymphoïdes associés à l'oropharynx, d'où le risque de transmission aérienne de ce virus. Il se multipliera également au niveau des plaques de PR, au niveau de l'intestin, et il sera éliminé en partie dans les selles. Donc, la transmission aérienne est due à la multiplication virale au niveau des tissus lymphoïdes, au niveau de l'oropharynx. La physiopathologie est commune à toutes les infections à entérovirus, sauf pour les conjonctivites. L'infection entraîne donc pour la conjonctivite, il se peut qu'il y ait une introduction directe du virus au niveau de la conjonctive. Donc, elle ne passe pas par la multiplication au niveau de l'oropharynx, etc. Donc, la conjonctivite, c'est une introduction du virus par l'intermédiaire de mains souillées. L'infection entraîne la sécrétion d'anticorps neutralisants protecteurs contre le sérotype responsable. Donc, je reprends ce point qui est important. L'infection entraîne une sécrétion d'anticorps neutralisants protecteurs contre le virus, le sérotype responsable. D'accord? L'infection entraîne la sécrétion d'anticorps neutralisants. Donc, c'est une infection, ce sont des anticorps qui vont protéger, neutralisants, qui vont protéger contre une réinfection par le sérotype responsable. Mais les autres sérotypes d'entérovirus, ils peuvent donner des infections. La fréquence clinique est rare, même pour le poliovirus. 10% des sujets infectés ont une manifestation bénigne et seulement 1% manifestent des infections sévères. Donc, il existe beaucoup de formes asymptomatiques. Pathogènes. Donc, comme on a vu en physiopathologie, il existe une diversité pour les pathologies causées par cette infection. On distingue des infections aiguës non spécifiques. Pourquoi on dit non spécifiques? Donc, par exemple, type infection ORL, fièvre, éruption maculo-vésiculeuse, méningite aiguë, syndrome de Guillain-Barré. Donc, pourquoi on dit que ce sont des infections non spécifiques? Parce qu'elles peuvent être dues à beaucoup d'autres virus qui n'appartiennent même pas à la famille des entérovirus. On peut avoir des infections ORL, par exemple bactériennes. On peut avoir des infections ORL dues à d'autres virus qui n'appartiennent pas à cette famille. On peut avoir de la fièvre, des éruptions maculo-vésiculeuses. Par exemple, la rubéole peut donner des éruptions maculo-vésiculeuses, ce qui n'a rien à voir avec la famille des picornaviridae. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est non spécifique. Non, c'est des infections aiguës non spécifiques. Donc, le diagnostic clinique de cette infection ne peut pas conduire obligatoirement à l'étiologie virale. Donc, on doit faire le diagnostic biologique pour savoir cette infection, elle est due à quel type de virus. Des infections chroniques du sujet agamaglobulinémique et infections disséminées chez le nouveau-né. Donc, chez le nouveau-né, et les sujets qui sont agamaglobulinémiques, ce sont des sujets immunodéprimés qui peuvent faire des infections chroniques à entérovirus. Le syndrome le plus souvent associé à certains sérotypes d'entérovirus. Donc, parmi les entérovirus, généralement, par exemple, pour la poliomyélite, c'est une infection spécifique. On peut avoir la poliomyélite antérieure aiguë. Pour les Coxsackie A, on peut avoir, par exemple, la maladie pied-moelle-bouche, les conjonctivites hémorragiques. Le Coxsackie B, on peut avoir des myocardites, péricardites, hépatites. Les covirus, on peut avoir des exanthèmes. Des bronchiolites peuvent être dus aux entérovirus 68. Des conjonctivites hémorragiques aux entérovirus 70. Des paralysies dues aux entérovirus 71. Et la maladie pied-main-bouche. Donc, c'est des infections qui ne sont pas spécifiques. Vous avez des images, par exemple, le syndrome pied-main-bouche. On va avoir des vésicules au niveau de la bouche, au niveau de la plante des pieds et des mains et des pieds, la face interne des mains et la plante des pieds.
Du polio 1 et 2, 3, ils sont responsables de la poliomyélite antérieure aiguë qui est due à une atteinte des neurones moteurs de la corne antérieure de la moelle épinière. La poliomyélite, c'est une paralysie infantile. Elle a pratiquement disparu dans les pays développés du fait de la vaccination, mais elle reste présente chez certains pays du tiers-monde. Il existe plusieurs formes, formes spinales communes, c'est la paralysie flasque aiguë, des formes respiratoires, des formes bullaires, des formes pseudogrippales, des formes inapparentes, et elle laisse souvent des séquelles. Donc, les séquelles sont de règles, type boiterie, des troubles de la croissance, l'amyotrophie d'un membre. Il existe un syndrome post-poliomyélitique qui se développe des décennies plus tard. Sa pathogénèse est mal connue. Elle serait due à une persistance virale ou un dysfonctionnement immunitaire. Donc, je pense que vous avez tous dû voir des gens qui ont des séquelles de la poliomyélite. Donc, c'est généralement c'est des personnes qui boitent, des personnes qui ont une amyotrophie d'un membre, un membre qui est plus petit que le deuxième. Généralement, c'est les membres inférieurs. C'est une maladie qui sévissait beaucoup en Algérie dans les années 60. Pour les caractères culturaux de ce virus, le poliovirus ne se multiplie que sur les cellules humaines ou simiennes de première explantation ou en lignée continue. Exemple, cellules de rein de singe, lignée simienne continue. Donc, je pense que vous savez ce que c'est que les lignées cellulaires pour la culture d'un virus. Les cellules infectées s'arrondissent, elles deviennent plus réfringentes. Donc, les lignées cellulaires, ce sont des lignées cellulaires qui sont entretenues dans des laboratoires. Donc, ce sont des tissus de cellules. Il en existe de plusieurs sortes. Donc, les lignées continues, des lignées simiennes. Il y a différents types de lignées cellulaires qui sont entretenues dans les laboratoires de culture cellulaire et on va choisir en fonction du virus des lignées cellulaires qui lui sont permissives. Donc, le virus SIDA, il est connu pour infecter, par exemple, les cellules simiennes, BMG ou rein de singe. Donc, une fois inoculé, le prélèvement inoculé qui doit d'abord être traité à ces lignées cellulaires, on va avoir un effet cytopathique sur ces lignées cellulaires. Les cellules infectées on va avoir un effet sur ces lignées cellulaires. Donc, les cellules infectées s'arrondissent, elles deviennent plus réfringentes et se détachent de la paroi de la boîte de culture. Finalement, toute la nappe est détruite après coloration. On observe dans les cellules infectées une grande inclusion cytoplasmique repoussant le noyau en forme de croissant vers la périphérie de la cellule. Par contre, sur un modèle animal vivant, donc le seul animal sensible au poliovirus est le singe, l'inoculation par voie cérébrale ou spinale détermine des paralysies et la mort de l'animal. Le diagnostic biologique. Donc, on procède au diagnostic de ce type d'infection uniquement devant les formes sévères ou suffisamment bruyantes pour entraîner l'hospitalisation, les atteintes méningées ou lorsqu'elles surviennent sur un terrain particulier, exemple chez l'immunodéprimé ou le nouveau-né. Ainsi, on est amené à demander à la recherche d'un entérovirus dans les cas suivants. Dans le cas de méningite aiguë, dans les infections néonatales et materno-fétales, le syndrome pied-main-bouche sévère, pas le syndrome bénin, les lésions cutanées atypiques, en particulier chez l'immunodéprimé, les conjonctivites, myocardites et péricardites. Il s'agit d'un diagnostic direct par recherche du virus par biologie moléculaire. La réalisation d'une sérologie ne présente aucun intérêt et par conséquent n'est pas effectuée dans des laboratoires. Par ailleurs, la culture cellulaire est uniquement réalisée par des laboratoires spécialisés car elle demande l'emploi de plusieurs lignées cellulaires qui sont difficiles à mettre en place en routine. Les échantillons prélevés dépendent du tableau clinique. Devant une méningite, on va faire un prélèvement d'LCR. Devant une conjonctivite, on va avoir un prélèvement au niveau conjonctival.
Pour le diagnostic d'une infection à poliovirus, diagnostic direct, donc prélèvement au niveau de la gorge, on va prélever au niveau des selles puisque le virus est éliminé dans les selles. Au niveau de la gorge parce qu'il se multiplie au niveau des organes lymphoïdes, de l'oropharynx, le liquide céphalorachidien, l'isolement du virus en culture cellulaire, séroneutralisation par des anticorps spécifiques de type, la séroneutralisation, c'est une technique qui est lourde et fastidieuse. Donc, en résumé, le diagnostic direct se fait par biologie moléculaire, par PCR. Le diagnostic indirect se fait par le diagnostic indirect pour rechercher les anticorps dirigés présents éventuellement chez le patient. Il se fait par séroneutralisation de la souche isolée avec le sérum du malade et le titrage de la séroconversion, c'est-à-dire qu'on va utiliser des souches connues au niveau du laboratoire et on va les mettre en contact avec le sérum du malade. Donc, si le sérum du malade contient des anticorps dirigés contre le sérotype 1, par exemple le poliovirus sérotype 1, donc ce virus va être bloqué par les anticorps du malade. Ensuite, le mélange va être inoculé à une lignée cellulaire connue pour être sensible au virus. On va avoir une séroneutralisation de l'effet cytopathique, vu que le virus, il est neutralisé par les anticorps présents chez le malade. Si jamais donc notre malade ne possède pas des anticorps contre le poliovirus sérotype 1, ce poliovirus, qui est connu pour être pathogène pour cette lignée cellulaire, va produire un ECP. Donc, pour les gens qui n'arrivent pas à suivre, je suis désolée, donc je fais très doucement. Je pense que ce n'est pas un problème de... Pour le partage, vous pouvez toujours revoir le cours qui existe sur la plateforme. L'isolement du virus, donc le virus, comme on l'a dit, il y avait certains animaux qui étaient sensibles, exemple le singe, ou bien en culture cellulaire. Quels sont les types de lignées cellulaires qui sont sensibles au virus? Donc, on a les cellules humaines ou simiennes, les cellules, ou par exemple le type KB ou rein de singe. L'effet cytopathique ECP égale effet cytopathique apparaîtra en 24 à 48 heures. Les cellules, donc, il ressemble à quoi cet effet hépatique? Donc, on va avoir des cellules arrondies réfringentes qui se détachent de la paroi cellulaire. Donc, vous avez les lignées cellulaires sont observées dans des microscopes dans ce type de microscope. La manipulation, bien sûr, se fait sous haute afflux laminaire dans un environnement stérile. On ne doit pas inoculer autre chose que on ne va pas inoculer autre chose que le virus éventuellement présent. Donc, elle doit se faire dans un environnement stérile. Donc, pour le cours sur la plateforme qui est résumé, j'ai également mis sur la plateforme le cours en format PowerPoint. Donc, sinon, je vous remettrai le cours. Donc, vous avez sur cette diapo des images de lignées cellulaires. Vous avez des cellules, aspect des cellules avant inoculation du virus et après inoculation du virus. Donc, c'est l'image agrandie d'un effet cytopathique. Donc, éradication du virus polio. Un des objectifs à court terme de l'OMS est d'éradiquer le virus de la poliomyélite. Il existe deux types de vaccins pour la prévention. Donc, c'est la vaccination. On a deux types de vaccins dirigés contre le virus polio. On a le vaccin qui s'appelle SOL, qui est constitué d'un mélange de 3 sérotypes du virus sauvage inactivé, et le vaccin qui s'appelle Sabin, qui est un vaccin vivant atténué. Ce dernier comporte
une souche de chacun des 3 sérotypes de virus polio dont la virulence est atténuée par la présence de mutations ponctuelles dans le génome. Donc, pour la vaccination contre ce virus, pour la vaccination contre les virus poliomyélitiques, il existe 2 types de vaccins. Il existe un vaccin qui est constitué d'un mélange des 3 sérotypes du virus poliomyélitique, des 3 sérotypes, donc, qui sont inactivés, complètement tués. Et il existe un vaccin qui est le sabin, qui est constitué des 3 sérotypes, mais dont la virulence est atténuée, vivant atténué. Chacun des deux vaccins a ses avantages et ses inconvénients. Donc, l'atténuation pour le virus, donc pour le vaccin inactivé, l'atténuation se fait par passage successif en culture cellulaire. On fait plusieurs passages en culture cellulaire de manière à obtenir des mutations qui atténueront la virulence de ce virus, qui va devenir un vaccin. Donc, on a sur cette diapo donc, la photo des scientifiques qui ont mis au point les 2 vaccins. Donc, on a M. Jonas Salk qui a développé un vaccin inactivé et M. Albert Sabin qui a développé un vaccin vivant atténué. Développement du vaccin atténué par Sabin pour chacun des 3 sérotypes du virus polio. Le virus a été passé successivement sur une série de cellules en culture cellulaire in vitro. Donc, il va suivre plusieurs passages jusqu'à obtenir des mutations pour permettre d'obtenir des mutations au niveau pour sa virulence, atténuant sa virulence. Donc, chacun des 2 vaccins possède ses avantages et ses inconvénients. Parmi les avantages du vaccin à virus atténué, vivant atténué, c'est qu'il va permettre une multiplication de ce virus au niveau de l'oropharynx et une contamination par ce vaccin. Donc, il va permettre une immunité, une immunisation passive des autres patients. Donc, un patient vacciné va immuniser d'autres patients en leur transmettant le virus vaccinal, la souche vaccinale, parce que c'est un virus vivant qui va subir la même physiopathologie que pour la souche sauvage. Donc, il va se multiplier au niveau de l'oropharynx, multiplication au niveau de l'oropharynx. Donc, on va avoir une transmission aérienne à d'autres personnes de la souche vaccinale. L'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir une réversion de la mutation atténuant la virulence et du coup, on peut avoir donc une souche on peut avoir une poliomyélite avec une souche vaccinale. Donc, pour le genre rhinovirus, donc c'est très court, on a fini avec le genre entérovirus. Le genre rhinovirus, de pouvoir pathogène, il est responsable de rhume, de sinusite, d'otite moyenne aiguë, de bronchite, de bronchiolite, d'exacerbation, de crise d'asthme. Il est responsable d'affections respiratoires. Le diagnostic virologique se fait au cours du diagnostic d'une infection respiratoire. La technique de référence est la culture cellulaire sur cellules fibroplastiques humaines ou lignées continues LA. Ce sont des techniques donc lentes. Les écovirus, autre genre de la famille des Picornaviridae. Donc, littéralement, donc, il existe environ 10 sérotypes pour les écovirus et un seul pour le réovirus. Et il nous reste le dernier virus, le dernier genre appartenant à la famille des Picornaviridae, c'est le virus de l'hépatite A. Donc, même s'il existe, normalement il existe sur la plateforme, sinon, je vais vous le remettre, le virus de l'hépatite A. On a terminé avec les entérovirus, toujours dans la famille des Picornaviridae. On va voir le genre entérovirus,
genre hépatovirus ou virus de l'hépatite A. Le virus de l'hépatite A est le seul représentant du genre hépatovirus au sein de la famille des picornaviridae. C'est un petit virus non enveloppé nu à capside écosaédrique et dont le génome viral est un ARN monocaténaire. Elle a la même structure que la famille des picornaviridae. Le virus de l'hépatite A est un virus qui est caractérisé par sa grande résistance, notamment aux doses chlorées utilisées pour la chloration des eaux de boisson. Donc, c'est un virus qui est très résistant, notamment à l'épidémiologie. Donc, l'homme constitue le réservoir du virus et la transmission du virus se fait selon le mode fécalo-oral, comme pour tous les picornaviridae. Donc, c'est un virus qui est éliminé dans les selles et la transmission se fait par l'intermédiaire de mains sales ou de matières souillées par des matières fécales. La distribution de l'hépatite A dans le monde est étroitement liée à la situation socio-économique. Ainsi, la maladie est fortement endémique dans les pays en voie de développement et elle n'existe pratiquement plus dans les pays développés. Pour les pays développés, elle devient une maladie du voyageur ou bien en retour de voyage, l'hépatite A devient une maladie du voyageur au retour d'un voyage d'un pays endémique. Le pouvoir pathogène, l'hépatite virale A est la plus fréquente des hépatites infectieuses aiguës dans le monde. Après une durée d'incubation de 30 jours en moyenne, l'expression clinique de la maladie est variable. Il existe des formes asymptomatiques, des formes bénignes avec un ictère bénin et parfois des formes sévères pouvant entraîner une incapacité de travail de plusieurs mois. L'expression clinique et la sévérité augmentent avec l'âge. Les formes symptomatiques et sévères sont surtout observées chez l'adulte. Donc, pour l'hépatite A, vous retenez ça. L'hépatite A est une infection qui sévit dans les pays en voie de développement où le niveau d'hygiène est précaire. Elle survient généralement chez les enfants en bas âge. Avant l'âge de 5 ans, dans les pays sous-développés, 90% de la population possède des anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite A. Ça veut dire qu'ils ont 90% de la population est immunisée avant l'âge de 5 ans dans les pays sous-développés. L'expression clinique donc augmente avec l'âge et la sévérité de l'infection augmente avec l'âge. Plus on attrape l'infection jeune, moins on a de signes cliniques. Plus on attrape le virus âgé, plus on a des signes cliniques qui peuvent être type ictère, type arthralgie, fatigue. Donc, ça peut conduire à une incapacité de travailler pendant plusieurs mois chez l'adulte. Donc, plus on attrape l'infection jeune, mieux c'est. D'accord? Le diagnostic au laboratoire. L'indication majeure du diagnostic au laboratoire de l'hépatite aiguë, on peut rechercher donc le statut immunitaire du sujet dans une perspective épidémiologique ou vaccinale. Donc, quand est-ce qu'on va rechercher le virus? Devant d'abord la symptomatologie chez l'adulte jeune et parfois pour faire des études épidémiologiques. Le diagnostic direct n'a aucun intérêt en pratique car l'exécrétion du virus est maximale avant l'apparition de l'ictère. Donc la recherche directe du virus a peu d'intérêt. Généralement, on va rechercher la réaction immunitaire. Le diagnostic, il est sérologique, c'est le diagnostic de référence. Le dosage des anticorps de type IgM, c'est le meilleur moyen de diagnostiquer l'infection récente. La recherche des IgG n'a aucun intérêt dans le diagnostic de l'infection aiguë. Par contre, elle est utilisée pour établir le statut immunitaire d'un sujet à risque en vue d'une vaccination. Donc, la recherche, le diagnostic sérologique, il est basé de l'infection aiguë, il est basé sur la recherche des IgM anti-HAV. Sinon, on va rechercher les IgG pour déterminer le statut immunitaire d'un patient. Par exemple, si on fait une étude sérologique ou bien si un sujet est candidat à une vaccination, on va rechercher les IgG. Si on trouve des IgG, c'est qu'il a déjà été en contact de ce virus et du coup, il n'y a plus besoin de vacciner ce patient. Si on ne trouve pas d'IgG, c'est que c'est une personne non immunisée et donc on doit vacciner si jamais cette personne doit voyager dans un pays de haute endémicité de ce virus, de cette infection. Donc, vous avez la courbe, la cinétique, l'évolution des marqueurs de l'infection anti-HAV. Donc, après une période d'incubation qui peut aller jusqu'à 4 semaines,
on a apparition des premiers signes cliniques, la phase symptomatique, et ensuite on a une phase de guérison. Au cours de la période d'incubation, le virus va se retrouver dans le sang et il est également éliminé dans les selles avant l'apparition des signes cliniques. La phase symptomatique est caractérisée par de l'anorexie, de la fièvre, un ictère, une augmentation des enzymes ASAT-ALAT et augmentation, ascension du titre en anticorps de type IgM. Les IgG apparaissent plus tardivement et persistent à vie et les IgM disparaissent. La guérison, au cours de la phase de guérison, on va avoir disparition du génome viral de la vérinée, bien sûr, et on va avoir apparition des anticorps IgG de type IgG, disparition des anticorps de type IgM. La prévention, donc vu que c'est un virus à transmission féco-orale, le respect des mesures d'hygiène universelles est primordial sur le plan individuel, au sein des collectivités et au sein de l'hôpital. La prévention active repose sur la vaccination, l'utilisation d'un vaccin monovalent dirigé contre le virus de l'hépatite A. Le vaccin mixte anti-HIV et hépatite B est également disponible dans les pays développés, pas chez nous. Donc chez nous, la vaccination contre l'hépatite A n'a pas grand intérêt vu que la majorité de la population est immunisée avant l'âge de 5 ans. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, j'attends vos messages. Je vois parmi vos messages que vous n'avez pas pu suivre. Je suis désolée, ce n'est pas de ma faute, je pense. C'est un problème de... On n'arrive pas à partager le document, je pense. Pour le cours sur l'hépatite A, donc c'est un cours qui peut être enseigné donc soit parmi les virus de la famille des picornaviridae ou bien il peut être également dans la partie hépatite virale parce que vous allez avoir le cours hépatite virale. Donc j'ai préféré le faire avec les picornaviridae vu qu'il appartient à la famille des picornaviridae et donc je vais vous le mettre sur le site. Donc je pense que c'est un problème technique. On n'arrive pas à partager les diapos. C'est un problème technique. J'arrive pas à partager avec vous les diapos. J'espère que la prochaine fois, le problème sera corrigé. Si vous avez des questions, il n'y a pas de quoi, c'est notre devoir. Si vous avez des questions, donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois.